Nous sommes le 5 juin 1944 et ce soir on va prendre la direction de la Normandie pour voir un petit peu comment vont se dérouler les événements du 6 juin. Donc entre 23 heures et minuit dans la soirée du 5 juin 1944, l'ensemble de l'armada alliée est en route, prête à arriver en Europe pour l'invasion, l'opération Overlord, l'opération Neptune. Et nous, on va prendre la direction de Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-Église parce que c'est un endroit où il va se passer pas mal de choses pendant cette heure, entre 23 heures et minuit le soir du 5 juin, chose que les Alliés n'avaient absolument pas prévue lors de la préparation du plan Overlord. À savoir que Sainte-Mère-Église est tout proche de l'une des drop zones, de l'une des zones de saut de la 82e et notamment du 505e régiment de parachutistes. Cette zone de saut à toute proximité de Sainte-Mère-Église et le bourg de Sainte-Mère va se trouver en pleine zone de saut finalement, parce qu'évidemment on sait aujourd'hui que l'ensemble, une grande partie des parachutistes, 70 à 75% des parachutistes ont été mal largués le soir du 5 juin. Mais pour revenir à donc notre heure, entre 23 heures et minuit, le bourg de Sainte-Mère-Église, qui était censé être vide à ce moment-là, habituellement, eh bien, va se retrouver chargé par toute une population locale. Le soir du 5 juin, alors que c'est une soirée assez mouvementée, assez venteuse et pluvieuse, un incendie va se déclarer dans l'une des maisons de Sainte-Mère-Église, à savoir la maison de Madame Julia Pommier. L'incendie se déclare en fin de soirée. À partir de ce moment-là, eh bien, les pompiers de Sainte-Mère vont arriver sur place. Il y a au total 18 pompiers qui arrivent sur place et qui vont tenter à l'aide d'une pompe à main eh bien, d'éteindre l'incendie de la maison de Madame Pommier qui est en train de complètement s'embraser. Les pompiers, voyant que l'incendie prend de plus en plus d'ampleur, eh bien, les pompiers vont demander appel à la population. Pour cela, à l'époque, étant donné que le couvre-feu est mis en place par les Allemands, par l'armée allemande, eh bien, les pompiers vont tout simplement sonner le tocsin de l'église, cette petite cloche au sommet de l'église qui est encore présente aujourd'hui, qui annonce la fin du couvre-feu. Les habitants de Sainte-Mère, les curieux, les habitants vont alors se précipiter sur la place pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Et des personnes courageuses vont tenter d'aider les pompiers. Au total, on a une soixantaine de civils qui vont se regrouper autour de la pompe à eau entre l'église et la maison de Madame Pommier qui je ne l'ai pas précisé, mais cette maison est à l'époque là où se trouve le musée Airborne aujourd'hui, le musée de Sainte-Mère-Église. Et donc, cette population, ces 60 personnes, vont au fur et à mesure aider les pompiers et à l'aide de seaux et à l'aide de tout ce qu'ils peuvent, vont créer une chaîne humaine de manière à pouvoir tenter d'éteindre le feu. Ils n'y arriveront pas, et alors qu'ils sont en train d'éteindre ce feu, surveillés par divers soldats allemands qui sont là sur la place, les premiers avions vont commencer à passer. À ce moment-là, il est autour de minuit 15, minuit 30. On parle de l'heure anglaise, évidemment. Tout au long de ces 24 heures, on parlera que de l'heure anglaise. À chaque fois que des heures seront annoncées, or, quand on le précisera, on parlera que de l'heure anglaise, qui est à l'époque, c'est là-dessus que les Alliés vont se caler, qui est la British Double Summertime. C'est cette heure qui va régler l'ensemble des opérations du 6 juin. Pour un petit rappel, l'ensemble des personnes qui se trouvent en Europe à ce moment-là ne fonctionnent pas à la même heure, à savoir que les Allemands ont une heure de moins, donc lors des premiers largages, à savoir du tout premier largage à minuit 16, lorsque les premiers Pathfinder vont arriver en Normandie, il est alors à ce moment-là 23h15 pour les soldats allemands, heure de Berlin, et il est 22h15, heure solaire pour la population normande. Donc tout au long de ces 24 heures, on parlera exclusivement de l'heure britannique, c'est l'heure sur laquelle on va se caler. Donc les premiers largages vont commencer, à savoir un petit peu plus au nord de Sainte-Mère-Église, dans les drop zones de la 101e Airborne. Là, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard dans la soirée, lorsque les premiers Pathfinder vont arriver. Mais à ce moment-là, l'ensemble des civils sont en train d'éteindre le feu. De l'autre côté de la mer de la Manche, en Angleterre,
Eh bien, il va commencer le briefing entre 23 heures et minuit, le briefing notamment des pilotes de bombardiers qui auront pour, eh bien, pour rôle dans les heures qui vont suivre au petit matin, alors que le débarquement ne sera pas encore commencé, de bombarder l'ensemble de la côte normande de manière à éliminer le maximum de résistance lorsque les premiers hommes vont débarquer sur les plages. Donc tout ça va se dérouler entre 23 heures et minuit parce que le décollage de ces bombardiers est prévu à 1h30. 1h30 heure anglaise, départ d'Angleterre pour l'ensemble de ces pilotes. Et divers pilotes eh bien, vont se souvenir évidemment de ce moment où on va leur annoncer la mission, comme quoi ils partent en Europe, comme quoi ils partent bombarder la Normandie dans le but eh bien, que le débarquement se déroule dans les minutes qui vont suivre ces bombardements. Et d'ailleurs, l'un de ces pilotes, le lieutenant-colonel Ardrey, va lui se rappeler de ce moment, un pilote de B-24, et va se rappeler que pendant ce briefing qui va se dérouler en Angleterre, eh bien une joie immense va gagner l'ensemble de la salle. Les applaudissements vont durer plus d'1 minute pour eh bien, justement se réjouir de cette invasion en Europe et du début de la libération. Faut se mettre à la place des Alliés qui étaient évidemment stressés à ce moment-là de partir au combat pour l'ensemble de ces hommes qui vont être mobilisés pour l'opération Overlord, mais aussi une joie immense de se dire eh bien, qu'ils vont rapporter un bout de liberté, du moins ils l'espèrent, dans les heures qui vont suivre sur la Normandie. Voilà, donc eh bien, on se retrouve, on va continuer tout au long de la soirée, on se retrouve dans 1 heure eh bien, pour parler de l'arrivée des tout premiers hommes sur le sol normand. Alors nous sommes le 5 juin, il est 23 heures et j'ai pour mission de vous présenter les conditions dans lesquelles les troupes allemandes vont réagir face aux opérations de débarquement, qui vont avoir lieu quelques heures plus tard. Alors, il faut d'abord revenir sur quelques éléments factuels et comprendre tout d'abord comment s'organise la défense sur le littoral normand. Donc nous sommes ici à l'échelle de la presqu'île de Cotentin, et cette presqu'île du Cotentin a été organisée par l'état-major allemand depuis la fin 1943, sous l'autorité de plusieurs divisions. Donc pour le secteur qui nous intéresse, la péninsule du Cotentin se divise en 3 lieux majeurs. Donc sur le littoral ouest, l'essentiel du littoral de la côte est tenu par la 243e division d'infanterie. Sur le centre, c'est la 91e Luftlandedivision qui assure le secteur allant globalement de Carentan à Valognes. Et pour la partie littorale qui couvre la région depuis Cherbourg jusqu'à Carentan, on a confié la mission à la 709e Infanterie Division du général von Schlieben, qui a donc autorité sur toute cette partie du front. Et c'est bien sûr la zone qui va nous intéresser, puisque c'est là où le débarquement sur le secteur du Tabitch va se dérouler. Face donc au secteur plus particulier du Tabitch, nous avons plusieurs unités qui dépendent en fait principalement du 919e Grenadier Regiment. Donc c'est un régiment qui est assez récent puisqu'il a été créé en juillet 1943 en Prusse orientale et il est arrivé en Normandie seulement au mois de septembre. Donc il est affecté, comme on vient de le voir, à la surveillance du Cotentin Est. Et il a globalement sous sa responsabilité 35 km de côte depuis Saint-Valahougue jusqu'au nord de Carentan. Le PC du régiment est établi à Montebourg et l'unité s'implante donc sur le secteur qui lui est affecté. Alors, on a dans cette unité-là de très jeunes recrues qui n'ont aucune expérience du feu et on a à l'opposé des soldats âgés, plutôt d'une quarantaine d'années, si ce n'est plus, dont on pourrait espérer que l'expérience du feu, notamment en Russie, leur amène un atout supplémentaire, mais leur valeur combative est quand même assez inégale et on a aussi parmi eux beaucoup de réservistes, ce qui fait que la réactivité de ces unités confrontées à la bataille va quand même être plus délicate. Pour la zone qui nous intéresse, tout particulièrement devant ce qu'on n'appelle pas encore Utabitch, c'est le secteur globalement de la Grande Dune, la Madeleine, les Allemands ont établi ce qu'on appelle un Widerstandnetz, littéralement un point d'appui ou un point de résistance. Ici, c'est le WN5, donc le 5e point d'appui, sur une série d'environ 25 qui sont dispersés sur les kilomètres de côte dont on vient de parler.
Et ce Widerstandsnetz numéro 5 a été placé sous la responsabilité d'un jeune lieutenant, qui est le lieutenant Arthur Janke, jeune lieutenant de 23 ans. Alors c'est un homme qui a déjà une solide expérience du feu, il est issu d'une division d'infanterie, la 302e, où il a d'ailleurs été gravement blessé, c'est ce qui a entraîné son retrait de la zone de front, son hospitalisation et son affectation ensuite au sein de la 709e division sur le littoral. Donc Janke va avoir à commander 75 hommes sur son poste de défense et une série d'ouvrages qui sont plus ou moins achevés et d'un système de défense dont on va reparler. Le 11 mai 1944, il reçoit la visite du responsable du groupe d'armée B, autrement dit le maréchal Rommel, qui est en tournée d'inspection et qui se montre particulièrement soucieux, voire même de mauvaise humeur, quand il constate l'insuffisance des défenses positionnées sur le bord de côte. Donc la plupart des officiers ont droit à des remontrances. Rommel est vraiment de très mauvaise humeur parce que ça ne va pas du tout dans le sens de ce que lui espère. Il part du principe que c'est sur la côte, sur le littoral, que l'essentiel de la bataille aura lieu et que la décision l'emportera. Tandis qu'une autre partie de l'état-major, notamment von Rundstedt, estime que la bataille devra avoir lieu à l'intérieur des terres.